Chers amis, vous savez que dans les boîtes industrielles, il y a toujours un grand budget pub. Parce que pour pouvoir vendre le produit qu'on veut vendre, il faut de la communication. Si tu n'es pas connu, tu n'existes pas, tu es mort. Bien que ton produit soit très bon. À plus forte raison s'il est mauvais, tu n'existes que dans la mesure où tu communiques, tu fais de la pub. Donc bien que le but de toutes les boîtes industrielles, c'est gagner de l'argent, ils ont des fois des budgets pubs de quelques millions, dizaines de millions de dollars, parce que c'est le moyen unique de se reconnaître, donc de vendre. Il y a un produit à propos duquel il y a une campagne publicitaire universelle. Le monde entier, dans toutes les langues, tous les supports publicitaires, les panneaux, les pubs à la télévision, Internet, tout ce que tu veux qui est possible, imaginable comme moyen de communication de pub, va être réquisitionné pour la vente de ce produit. Ce produit s'appelle, pas la femme, l'amour, nuance. C'est vrai qu'on habite très souvent le produit amour avec une femme. Et très souvent, tu verras les deux. Je me souviens dans ma jeunesse, Coca-Cola, j'ai pas de pourcentage là, Coca-Cola, le goût de la vie. Alors c'est quoi le goût de la vie? Tu vois un garçon très souriant dans le vent, avec une fille à côté de lui, les cheveux dans le vent comme ça, un sourire extraordinaire. Le goût de la vie, Coca-Cola. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Tu bois Coca, tu vis. C'est quoi tu vis? Lui et elle. Lui et elle. On nous vend dans tous les supports. Tu vends, je sais pas moi, tu vends une voiture, tu vends un robinet, tu vends un cactus, tu vends des détergents pour toilettes. Tu as la connotation féminine ou masculine et féminine ensemble. Le goût de la vie. La campagne de pub commence quand? Elle commence d'habitude à l'âge de 2 semaines. 2 semaines après sa naissance. Le gosse, il tète de sa mère, mais de temps en temps, sa mère va se reposer, elle lui donne le biberon. Vous remarquerez sur beaucoup de biberons, il y a des motifs géométriques. Rarement des carrés jaunes et des rectangles verts, très souvent des petits cœurs roses. La question se pose, pourquoi des petits cœurs roses? Vous comprenez que c'est la phase buccale. Freud appelle cela, tous les plaisirs, toute la connaissance du monde passe par la bouche. Tout ce qu'un gosse y voit, la bouche. Les plaisirs de ce monde, la bouche. On lui donne maintenant le biberon, le bon doux biberon, le visage de sa mère, tac. Ah, il boit, c'est bon, qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qui rentre dans son inconscient pour toujours? Des petits cœurs roses. L'effet Pavlov, déjà à son âge, quand il verra des petits cœurs roses, ça va réveiller son inconscient d'IA. À sa naissance, c'est bon. J'exagère, c'est pas toujours le cas, mais bon, j'exagère un peu pour que vous mettre en relief quand même la puissance de cette pub, le lavage de cerveau que nous avons subi. La campagne de pub continue à l'âge de 6 mois. À l'âge de 6 mois, le petit gosse, révolution. Il n'y a plus que le biberon maintenant, il commence à manger sa bouillie à la petite cuillère. Mais il a un beau pyjama avec des petits cœurs roses. On ne veut pas le salir, parce que chaque fois qu'il mange, qu'est-ce qui se passe? La moitié rentre dedans, l'autre moitié coule dehors. On le met un bavoir. Sur le bavoir, qu'est-ce qu'il y a? Pas des cœurs roses, ça fait un peu lourd. Il y aura un Mickey Mouse. Mais Mickey Mouse n'est pas tout seul. À côté de lui, qu'il y a Minnie. Pourquoi elle s'appelle Minnie? Elle est petite. Pourquoi elle s'appelle Minnie? Alors j'ai beaucoup réfléchi à cette question existentielle durant ma vie. J'arrive à la conclusion parce qu'il était en mini-jupe. En mini-jupe extra mini qu'on voit ses jupons. Elle n'est pas très féminine. Elle est quand même pas mal. Elle se tient toute comme ça, là. Elle a ses jupons comme ça qui sortent, des grosses chaussures, les sourcils qui remontent au-dessus du front. Elle attrape par sa main Mickey
Et entre les deux, des cœurs roses qui éclatent. Le bonheur, tu vois les deux avec ce bonheur parfait. Donc le gosse, il a 6 mois, qu'est-ce qu'il comprend? Mickey, Minnie, ça va bien ensemble. Ça au moins le bon goût de la bouillie. Ils ont l'air heureux. Après, notre gosse, il grandit, il arrive à l'âge de 3 ans, il a les petits livres à images. Jean-Paul fait des tas de sable au bord de la plage. Suzanne, couette blonde, yeux bleus, se rapproche de Jean-Paul. Jean-Paul, qu'est-ce que tu fais? Je fais des tas de sable au bord de la plage. Jean-Paul aime bien Suzanne. Suzanne aime bien Jean-Paul. Ensemble, ils font des tas de sable au bord de la plage. Le gosse, qu'est-ce qu'il comprend? Les images, les belles images de la vie. Jean-Paul, Suzanne, la plage. Ça rentre quelque part, cette éducation. Après, il grandit, il apprend à lire, il a 7-8 ans, le clan des 5. Elle a été ravie par des vilains brigands, et lui, le plus grand et le plus courageux des 5, il monte sur une corde comme ça, et il va avec ses copains, et hop, il arrive à reprendre la belle des ravisseurs, et elle le trouve tellement beau, grand, sympathique, courageux. Et ils se marièrent et vécurent ensemble et eurent beaucoup d'enfants. Eurent beaucoup d'enfants et plus tellement à la mode, c'est que chez l'orthodoxe c'est resté. Mais bon. Combien d'histoires tu as et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants? La Belle au bois dormant, Le Prince charmant qui vient, La Belle et la Bête, La Bête qui devient la Belle, Cendrillon, Blanche-Neige, La Petite Sirène. Hein? La Belle et le Clochard. La Belle et le Clochard. Toutes les femmes rêvent depuis ce jour-là, du jour où leurs princes charmants viendront sur le cheval blanc, Kitty Klops ou sur la Ferrari, d'accord, Kitty Klops, le cheval, d'accord, et il va prendre, elles vivent. Quelle fille ne rêve pas du jour où on lui demande sa main? C'est romantique, c'est beau. Ça fait depuis l'âge de 5-6 ans qu'on nous a gavés de cette histoire-là. Très bien, j'ai rien contre. C'est très beau. La campagne de pub continue. À l'âge de 12 ans, c'est dans ma jeunesse, à l'âge de 12 ans, on avait droit à l'école au cours d'éducation sexuelle. Tu sais tout sur tout. C'était il y a 25 ans. Non, j'avais 12 ans, il y a 30 ans, 34 ans. À l'âge de 12 ans, ça fait tout sur tout. Examen. Et puis à 12 ans, qu'est-ce que tu écoutes? Tous les supports. La musique. Qui n'écoute pas la musique jour et nuit? Qu'est-ce qu'on chante dans la musique? Les lapins? Les étoiles? Les kangourous? Elle, lui, nous quoi? Je t'aime, she loves you, yeah, yeah, yeah. Ana kana habbak, ich liebe dich. Ana oevo, dans toutes les langues, ça revient, c'est que ça. Love, love, love. Hein? Qu'est-ce qu'on chante d'autre? Trouve pas de travail? On va annoncer une chimiothérapie. Qu'est-ce qu'on va chanter? Tu parles pas de la vie, tu parles de Dieu. Pas de Chidour. Je comprends pas mon Tosfot. Qu'est-ce qu'on chante? Elle et lui, moi et lui, elle et... Voilà, et nous quoi. La poésie. De quoi on parle en poésie? Les romans. Le cinéma. Ça fait 25 ans que je n'ai pas été au cinéma, Baruch Hashem. On m'a dit qu'il y a un film documentaire sur un fait divers du siècle dernier. Très long film, 3 heures de documentaire, qui a fait des dizaines de millions d'entrées. Titanic. Un fait divers du siècle dernier, un bateau qui fait naufrage. Alors, je me suis dit, 3 heures de film, voir un bateau couler, c'est extrêmement ennuyeux. Tu vois le beau bateau, il va, touche l'iceberg. Après, il se met à couler. 5 minutes, encore 5 minutes, encore 5 minutes, encore 5 minutes, encore 5 minutes, encore. Au bout de 3 heures, voir un bateau couler. Il y en a qui le revoient en plus. Hein, tu le revois encore couler, bon.
Il m'a dit, moi, t'as rien compris. Dedans, il y a l'histoire d'amour. Ah, il y a de l'amour, ça vit, ça pétille. Ça vit. On vit d'amour et d'eau fraîche. Hein? Ouais, c'est qu'à le dire. Bon, messieurs, avec une campagne de pub pareille, tellement extraordinaire, tellement universelle, on doit avoir des résultats. Des bons résultats, quoi? Des couples qui s'aiment. L'amour, tu vas dans la rue, partout l'amour, pas sur les pubs, dans la réalité. Résultat, tu l'as sur les pubs, et la réalité, la catastrophe la plus grande, je crois, de l'humanité. À Paris, le chiffre au consistoire de France, 57% de divorces. Ceux qui vont divorcer au consistoire, pas tout le monde. Les chiffres en Suisse, en Israël, je les connais, c'est plus de 50% de divorces. C'est les couples qui divorcent. Les malheureux qui n'ont pas encore eu le courage de divorcer, qui restent ensemble pour les enfants ou pour pas payer les avocats, alors, des fois c'est pire. L'enfer à la maison. La guerre froide, on ne se parle pas, chacun pour soi. La guerre chaude, les assiettes qui volent. Et au milieu, les enfants qui voient les assiettes voler comme ça, ou les insultes, ou l'ignorance. Et ça, c'est peut-être la douleur la plus grande au monde. Parce qu'un adulte, déjà c'est très dur un divorce, mais il peut encore faire face. Il a sa personnalité, il a un problème, il fait face. Mais un gosse, un enfant, ses repères, sa sécurité, les fondations de sa personnalité, ce sont ses parents. Si cette fondation s'écroule, alors tout l'être s'écroule. Et tu les vois après toute leur vie qui portent les séquelles. Et quand je dis ça, je touche la moitié de l'humanité. La moitié de l'humanité qui souffre de parents divorcés. Et quand ils se marient, ils ont tendance naturelle à réitérer le comportement qu'ils ont vu. Donc tu es parti pour des générations de tordus. On voit des enfants de divorce. On voit. Ouais. C'est possible, je ne dis pas que c'est terminé. Mais il y a une tendance naturelle à. Alors on essaie de réparer, il faut réparer ça. Mais naturellement, aujourd'hui, j'ai vu mes parents, ça n'allait pas. Aujourd'hui, ça ne va pas avec toi. Ciao. Et aujourd'hui, les jeunes qui osent se marier, ils voient leurs copains qui sont mariés avant eux, 1 sur 2 divorcent. Alors lui, il les a vus le jour du mariage, l'amour total. Et il voit 2-3 ans après, la guerre totale. Et là, comment je peux me marier? J'aime bien ma copine, mais mon copain aimait bien sa copine, on regarde maintenant quel enfer il a. Les gens tremblent de se marier. Et les années passent, alors on n'arrive pas à se marier, on n'est jamais certain. Donc il y a un problème. D'un côté, tu vends un produit avec une campagne de pub extraordinaire, le produit il est bon, c'est un beau produit. Qui ne veut pas le couple amoureux, génial, qui marche? La réalité, lamentable. C'est trop facile comme mot, lamentable. La catastrophe, la pire. Destruction de l'humanité, vraiment. La cellule familiale qui casse, les enfants qui partent dans la drogue, c'est terrible, la débauche, la déprime, ce que tu veux. À l'origine, très souvent, c'est ça. Les parents qui ne s'entendent pas. Normalement, un enfant qui voit ses parents s'entendre, se respecter, s'aimer, il pousse tout droit. Il a confiance en lui, il est bien, il essaie de faire le bien autour de lui. Il y a vu des exemples. Il y a quand quelqu'un a eu un exemple de guerre et de déchirement, alors il devient ou un déchiré ou un déchireur. Ou bouffer, ou être bouffé. Analysons. Pourquoi? Où est le piège? Pourquoi public l'amour? Alors que l'amour c'est quelque chose de privé.
en rendant public justement, alors ça me donne des images aux gens qu'ils peuvent sortir de leur... Mais le produit, il est bon. Mais le produit justement, le produit il leur appartient qu'à eux, c'est leur... C'est-à-dire que comment ils vivent leur vie de leur foyer, ça n'appartient qu'à eux. En rendant une image publique aussi... On me montre maintenant, on me montre maintenant, voilà, un monsieur et une madame. Sur les affiches, Le problème, les femmes, les beaux hommes. c'est qu'ils voient un produit fini. Et pour arriver à ce produit fini, il y a toute une étape de travail qui permet d'arriver à ce produit fini qui est l'amour parfait. Et les gens, quand ils se marient, Travail. C'est-à-dire, il y a toute une étape de préparation entre l'homme et la femme qui permettra d'arriver Bon, à écoute, l'amour idéal. peut-être analysons ensemble. On va ensemble faire une petite analyse, on va voir exactement de quoi il s'agit. Comment un couple, normalement, se crée? En fait, il y a deux solutions. La solution habituelle, normale, et la solution tout à fait anormale, inhabituelle. L'inhabituelle, anormale, c'est laquelle? Je me marie par altruisme pur. Je me baladais dans la rue, je l'ai vue. Elle m'a fait franchement pitié. J'ai eu pitié d'elle. Puis, allez, je te marie. Ça peut arriver. Si ça arrive, je pense pas, c'est extrêmement rare. La façon normale, tu te baladais dans la rue, ou tu étais boire un pot avec les copains, tu étais invité à une soirée, quelque chose, n'importe quoi, et puis elle était là, et tout à coup, tu as fait une blague sympathique, elle a arrêté de rire, avec ses cheveux, tac, ton radar a posé une hausse d'intérêt dans le radar. Tu refais une blague, elle rechlac-clac avec ses cheveux. Tu fais le coq, elle fait la poule. Après, on a changé de numéro de téléphone, on se revoit. Et puis, tu n'es pas que charmant avec des blagues, tu sais être profond aussi. Et puis, tu la joues, elle la joue, vous la jouez. Et lentement, on commence à se connaître. Et puis, l'amour vient. Un beau, grand, violent, puissant amour. Et puis un beau jour, tu te dis, bon, je prends une décision. Elle ou pas elle? Elle est bien. T'es pas idiot. Il y a des idiots. On va dire, on parle des gens qui sont pas idiots. Tu comprends que le jour où tu te maries, c'est plus seulement recevoir, kiffer avec elle. Il faut commencer à investir. Je ne parle pas des bêtes investissements financiers qu'il faut, les robes, les bijoux, la bagnole, tout ce qu'il faut, la maison, le mariage, la robe de mariée, les salons, tout ça, ça c'est les petits investissements. Tu comprends qu'il faut aussi mettre des gros investissements. Parce que c'est fini. Une fois qu'on se marie, on vit à deux. Comme ils disent, la corde au cou. Mais tu te dis, avec une fille pareille, ça vaut la peine? En tout cas, comme tu vas faire une sorte de balance. Balance commerciale, tu vas faire comment on appelle ça? Un bilan. Un business plan. Business plan. Tu regardes maintenant, qu'est-ce que tu peux gagner? Qu'est-ce que tu peux perdre? Perdre. Je peux sortir maintenant avec les copains, passer la nuit dehors, revenir à 4h du matin. Ça marche plus avec une femme. De nos jours, ça marche encore. Ils sortent avec leur femme. D'accord, mais sortir avec les copains sans, tu peux plus. Donc faut l'apprendre, t'as pas toujours envie. Tu te maries avec elle, tu te maries avec la belle-mère aussi. Ça fait partie du package deal. Et puis après, il y a les enfants. Il faut éduquer, il faut savoir donner, on n'est pas toujours d'accord sur l'éducation. Et puis, tu la connais depuis quelques mois, elle n'a pas toujours bon caractère. Elle est un peu capricieuse. Des fois, elle est carrément insupportable. Donc, il faut savoir que
C'est normal. T'es pas mieux qu'elle, entre nous. Donc notre bonhomme, là, commence à cogiter. Il hésite, oui, non. Et puis à la fin, il dit, bon, écoute, c'est vrai qu'il faut investir, mais je suis d'accord. Pourquoi ? Parce que je prévois en retour tellement de bonheur, tellement de retours bénéfiques. Je suis prêt à investir des efforts dans le couple. Je comprends qu'il faut investir. Je suis prêt à investir. Parce que je prévois qu'en retour, il y aura beaucoup de bonheur. Elle peut répondre, cette fille répond à mes besoins affectifs, à mes besoins intellectuels, on part bien ensemble, à mes besoins sexuels, je pense qu'on va, une fille mignonne, très bien, au niveau social, ça, la galerie, ça fait bien, l'argent, peut-être de l'argent, je sais pas, tout, il prend en compte tous les points importants, tous les facteurs importants. Et dans la balance, il dit, positif. Ah, excusez-moi, la dernière fois, vous n'avez pas donné la même raison. Vous avez dit, dans le cours sur le Shidour, vous avez dit que la raison pour laquelle il se marie avec elle, c'est pourquoi ? C'est pas à cause du retour. Parce qu'il est bloqué, parce qu'il aime tellement que... Non, je parlais maintenant de quelqu'un maintenant qui va se marier à l'aveuglette. À l'aveuglette, ou dans le jugement, il va se tromper. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi que dans le jugement, s'il passe par la méthode non Shidour, il risque d'être beaucoup aveuglé. Mais je parle même sans cela. Sans l'aveuglement maintenant de l'amour et tout ça... Où sont maintenant ? Ah ouais, on parle de quelqu'un d'intelligent. Quelqu'un d'intelligent, il comprend que dans le mariage, il faut donner. Mais il se dit, je suis prêt à donner. Parce qu'en retour, ça vaut la peine. Je suis très pragmatique, très dur et très vilain. Nous, chez les Juifs, on appelle ça pas amour, on appelle ça business. C'est un business plan. Tu montes maintenant une affaire avec quelqu'un, tu penses qu'il faut investir, tu fais ton business plan, tu regardes maintenant, il faut investir. Mais je vais perdre. Non, tu vas gagner. Tu vas investir peu, tu vas gagner beaucoup. Business. Ce que Freud appelle l'économie des plaisirs, c'est un système économique. Tu attends ton business plan avec ta femme, tu penses que ça va marcher. Mais il y a un problème, quoi. Le problème est que dans le business, qu'est-ce qui est important ? C'est toi. C'est pas elle. Elle, en fait, elle est un moyen que toi, tu profites. Quand tu dis à ta fiancée ou à ta femme, je t'aime, qu'est-ce que tu dis ? Non, je vous fais le discours habituel entre un garçon et une fille, fiancé, marié pas trop longtemps après, ça existe plus, après 1 ou 2 ans, il n'y a plus rien. Chérie, je t'adore, près de toi je me sens tellement bien, tu me procures tellement de bonheur et de joie. Toi aussi mon chéri, comme il est doux et bon d'être proche de toi. C'est bon ça ? Un ami une fois m'a dit, monsieur Rabbin, on ne dit plus comme ça aujourd'hui, on dit je te kiffe. Bon, de mon temps on était encore un peu plus romantique. Alors je te kiffe, et moi aussi je te kiffe. C'est très symptomatique en français, en hébreu moderne aussi, c'est pas comme ça dans le langage de la Torah, mais en hébreu moderne aussi, le même terme qu'on va utiliser pour dire j'aime ma femme, ani ohev et ishti, on va dire aussi j'aime le poulet, ani ohev of. Pourquoi ? C'est pas que symptomatique comme ça par hasard. Quand je mange, quand j'ai envie, comme ça j'ai faim, je mange une bonne tranche de poulet grillé, ça me procure du bonheur. J'aime le poulet. Quand je suis avec ma femme, j'aime ma femme. Même chose. Quand tu aimes le poulet, qu'est-ce que tu fais ? Tu prends le poulet, tu l'égorges. Après, tu le déplaces en petits morceaux. Après, tu mets ça dans les brochettes. Et tu croques. Ta femme, à peu près ça. Quand on dit « je t'aime, ma chérie », ça veut dire « je me t'aime » ou « je te m'aime ». C'est-à-dire « je suis attaché à toi dans la mesure où tu m'apportes ». Elle répond « toi aussi, je me t'aime, j'en ai rien à faire de toi ». Bonne affaire. On est attaché dans la mesure où ça nous apporte.
Ben, c'est normal. Personne, messieurs, ne se marie par altruisme pur. Tu peux passer dans la rue, la voir, elle te ferait franchement pitié, tu la prends pour femme. C'est ridicule. On se marie parce qu'on y trouve notre intérêt. C'est évident. Le problème, après mariage, ça commence. Le jour du mariage, bénéfice, ting, ça touche la cloche là-haut. Investissement à part les salons, tout ça, zéro. Bonheur parfait, on s'entend à merveille, génial. Et lentement, et inexorablement, malheureusement inexorablement, messieurs, les bénéfices baissent, ting, ting, ting. Et les investissements grandissent, tong, tong, tong. Bénéfices baissent. Bon, s'habitue. Un jour tu changeais comme ça, tchic-tchac. Pour le moment, tu t'habitues. C'est la même. L'habitude, ça casse. Et puis, au cours des années, le temps passe et les kilos se rajoutent. Si pas des kilos, des rides. Et on vieillit. Et puis, on fait des enfants, accordéon, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 12 fois, ça dépend quel milieu tu es. C'est terrible pour les dames. La femme, dans son identité féminine, c'est marqué dans la Gemara, En Isha El El Yofi. La femme, son identité, c'est le Yofi, c'est la beauté. Preuve en est que la majorité des femmes, et qu'une minorité des hommes se maquillent, se mettent des boucles d'oreilles, et passent des heures chez le coiffeur ou chez le pédicure. Et normalement aujourd'hui, il y a un peu de tout. Une garde-robe de femme, elle fait 10 fois celle de l'homme. Pourquoi? C'est dans la nature des femmes, la beauté. Moi, j'ai beaucoup de filles, Baruch Hashem. Les petites filles, à 1 an et demi, 2 ans déjà, elles commencent. Leur passe-temps favori, c'est aller, quand sa mère ne voit pas, dans le sac à main de la mère, sortir le rouge à lèvres, s'en mettre plein la figure, le sac à dos de la maman, les chaussures, tac, avec le foulard, tac, tac, tac. Déjà à l'âge de 2 ans, les lunettes de soleil déjà comme ça en haut, carrément féminine, à l'âge de 2 ans, se dandine. Rien de sexuel, mais déjà il y a même ma fille s'occupe de gens handicapés, aveugles. Tu as des jeunes filles aveugles, elles se mettent des choses dans les cheveux comme ça. Elles sont rien, elles se voient, mais elles se verront jamais. Mais c'est dans son identité féminine, une femme, elle est pour se faire regarder. L'homme, c'est le complémentaire. Se faire regarder, bon, pas tellement. Mais surtout, regarder. Un homme normal, il regarde. Il regarde pas les hommes, il regarde les femmes. D'accord? Dieu a bien fait les choses. Maintenant, madame, 25 ans, t'es un canon. 30 ans, t'es un fusil. 35 ans, un pistolet à eau. 40 ans, 45 ans, terminé. C'est dur, 50 ans, ouais. Et puis, messieurs, il y a la concurrence. C'est que madame, t'es sûr, Robinson Crusoe sur son île déserte. Bon, entre les chimpanzés et ta femme, tu peux pas faire ta femme. Mais il y a la concurrence, dure concurrence. Et pas ici, à Meacharim ou à Ramoth, d'accord, sur la côte, à la plage, Paris, la mode parisienne. Elles ont 18 ans, 20 ans, elles sont mignonnes, elles le montrent. Et le pauvre monsieur, le mari, enfin la pauvre dame plutôt qu'un mari pareil, là il n'a pas un coup, il a une toupie. Alors elle essaye, elle, eh oh, je suis là. Vas-y lifting, vas-y, des milliards de dollars qui passent en cosmétiques. Chirurgie plastique. Et la plupart, elles disent c'est parce que mon mari ne regarde plus. Hein? La plupart qui font ça, elles disent c'est parce que... Ouais. Elles essayent d'attirer un regard, un malheureux regard de leur mari. Et c'est même pas que la concurrence humaine, la concurrence plastique, ça veut dire au niveau des affiches. 3h du matin, 10 mètres sur 10 mètres, dans sa splendeur. Cette bonne femme, on ne sait même pas si elle existe. Déjà, en vrai, elle est bien.
Après, ils l'ont arrangé, maquillé, habillé, déshabillé, juste comme il faut pas. C'est exactement le point le plus sensible touché. Ensuite, l'éclairage, le photographe, tout le top. Des fois, ça n'existe même pas en vrai, ils l'ont arrangé à l'ordinateur. Donc cette bonne femme n'existe pas. Et pas dans la rue, messieurs, 10 mètres sur 10. Dans la chambre à coucher, l'écran géant. Regardez la télévision, monsieur et madame. Il la regarde. Elle le voit la regarder. Elle lui fait. Alors il la voit elle, après, il voit sa femme. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle peut faire? C'est une femme qui avait 20 ans, qui n'a plus 20 ans. Donc il y a ici une concurrence terrible. Alors quand le mari va dire, bon ben ça va, j'aime ma femme, car je ne regarde pas d'autres femmes, ça va. Mais quand ça va déjà pas très bien, elle est enquiquineuse. Kikinante, enquiquineuse, enfin elle enquiquine. Sa mère aussi. Et puis la carte bleue, ta. Mitrailleuse à la carte bleue. Donc ça commence, il y a des tensions. Et il est sollicité au travail, monsieur, qui n'est pas agressé quotidiennement en France. Donc ça travaille. Donc au bout d'un moment, c'est forcé, les bénéfices vont baisser. Ça c'est rien qu'au niveau physique. Parlons au niveau maintenant des relations. Avant le mariage, monsieur était un gentleman number one. Elle arrive au rendez-vous, évidemment en retard, 1 heure en retard. Je suis désolé, je suis en retard. On est 2-3 mois avant le mariage déjà, on est fiancés. Mais aucun problème, chérie. Je t'attendrai toute la vie s'il faut. Qu'est-ce que vous faites des couples? Un moment. Il l'a conquis là. Nous sommes 2-3 mois après le mariage. De nouveau, elle n'a pas changé. Elle arrive 1 heure en retard au rendez-vous. Tu fais quoi là? Non mais t'es folle. T'as vu l'heure qu'il est? C'est une heure que je t'attends là. Je parle comme un crétin. Mais tu peux pas me téléphoner quelque chose? Mais je peux. Mais t'es comme ta mère avec tes histoires. Comme ma mère. Et ça commence. Elle comprend pas. Elle comprend pas. Messieurs, nous avons tous en nous, hommes ou femmes, une bête féroce en dedans. Que d'habitude on ne connaît même pas avant le mariage. Parce qu'avant le mariage, il n'y a pas de confrontation puissante. Tu es avec des copains, tu t'entends pas, tu les quittes. Avec une copine, tu l'entends pas, tu la quittes. Mais là maintenant, tu es avec ta femme. On n'est plus des étrangers, on se connaît. Elle te connaît dans les points les plus vulnérables. Et toi aussi, donc tu es hypersensible. La confrontation, elle est terrible. Et tout à coup, la bête féroce, lui-même se reconnaît pas. Les crises de nerfs qu'il pique, il se reconnaît pas lui-même. Elle, on n'en parle pas. Qu'elle ne le reconnaît pas à lui. Elle comprend pas. Je suis marié avec. Tout ce que je dis, c'est tous les calculs, c'est toujours réciproque, garçon, fille. Elle fait son calcul, il a fait son calcul. Elle s'attendait à avoir un gentleman.